moi je viens de Toulouse et je voudrais donc vous présenter le travail, enfin l'aboutissement du travail de recherche que nous avons mené à Toulouse. Nous sommes une petite association de 9 personnes que nous appelons ENEAD et nous avons travaillé donc un travail de recherche depuis maintenant près de 3 ans. Ce groupe, enfin cette association est pilotée par Adeline Eloi, donc qui répondra à vos questions tout à l'heure. Et je vais donc moi vous présenter ce travail de recherche qui est déjà appliqué par le GGRE, qui est le groupement des graphothérapeutes rééducateurs de l'écriture français. Nous sommes partis d'un constat extrêmement simple, c'est-à-dire que depuis 10 ans, les écritures des enfants ont beaucoup changé, je crois que vous l'avez tous remarqué. Elles sont à la fois moins conformes au modèle, moins rapides, mais aussi beaucoup plus personnelles. Alors, que l'on imagine des causes dues à un temps, je dirais, accéléré, au zapping, à l'usage des tweets ou des SMS, qui privilégient beaucoup plus la réactivité que la forme, que ce soit l'apprentissage plus souple dans le savoir-écrire à l'école, des instruments qui sont aussi plus ludiques mais moins contraignants. Force est de constater qu'aujourd'hui, de Pékin à New York, l'écriture manuscrite est moins omniprésente dans notre quotidien et remise en cause dans les programmes scolaires qui s'adaptent de plus en plus à l'ère informatique. Alors on pourrait imaginer que c'est la fin d'une époque, je dirais, or il se trouve que dans nos cabinets, nous recevons toujours des patients et des jeunes patients qui sont toujours là, qui sont toujours en souffrance et que cette souffrance reste à la hauteur à la fois de leur déception et de leur désenchantement quand ils n'arrivent pas à maîtriser cette écriture. Alors comment tenir compte dans nos pratiques de cette évolution? Comment continuer à la fois à évaluer, à qualifier au plus près ces difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi comment actualiser et apporter une aide qui soit adaptée à leurs besoins aujourd'hui? Ce sont ces différentes questions qui ont été le point de départ de notre recherche. Au fur et à mesure de cette recherche, nous avons été amenés à constater que les outils actuels dont nous disposions n'étaient plus adaptés à la réalité. De là est née l'échelle de vigilance ADE que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, avant de vous présenter cette échelle, je voudrais vous proposer de suivre un peu avec moi le cheminement que nous avons suivi pour arriver à ce nouvel outil. Alors, il nous est apparu tout d'abord indispensable de réfléchir à qu'est-ce qu'écrire, c'est-à-dire ce que nous allions observer et évaluer. L'écriture, à la fois geste et langage, n'est pas une compétence à acquérir, mais bien le résultat d'un acte, ce qui a été évoqué par les 3 intervenants ce matin. C'est donc un acte à la fois individuel et social qui engage son auteur. Elle est donc l'expression même de ce scripteur, la résultante entre sa motivation et les contraintes qui pèsent sur lui. Elle ne peut donc pas être observée en tant que telle pour elle-même. C'était donc notre première constatation. Nous avions, dans une approche dynamique, à observer l'enfant et l'écriture, et non plus seulement l'écriture de l'enfant. Existe parce que le système a 2 propriétés. À l'origine, il y a le mouvement qu'il a créé. C'est lui qui dessine la forme de la lettre, qui maintient la trajectoire, qui affermit, qui régularise le tracé et qui donne de l'homogénéité au graphisme. Il se met en place progressivement au cours de l'apprentissage. Mais pour que ce graphisme s'inscrive dans une durée, il lui faut aussi une certaine stabilité, c'est-à-dire qu'il devienne à la fois solide et constant. Cette stabilité ne veut pas dire fixité, car chacun des éléments est couplé à l'autre d'une façon qui n'est ni rigide ni linéaire. Stabilité, changement, ce sont donc les 2 faces d'un même processus dynamique d'adaptation. C'est ce processus dynamique d'adaptation que l'on observe chez la majorité des enfants, mais pour certains, pour se protéger, je dirais, d'une situation qu'ils ont du mal à gérer, ils peuvent soit figer leur tracé dans une raideur qui leur coûte énormément d'énergie, soit au contraire le relâcher dans une sorte d'abandon. Le système, alors toujours, ne peut remplir son rôle. Alors l'acquisition de ce processus de stabilisation ne se fait pas ex nihilo. Il existe au sein du système 2 types de coordination. Celle
je dirais, spontanées, naturelles, qui correspondent soit à des aptitudes, soit à des tempéraments, et qui constituent la toile de fond. Et sur cette toile de fond viennent ensuite se greffer des coordinations apprises, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui procèdent de l'apprentissage des coordinations motrices du geste. Deux cas de figure peuvent alors se présenter. Soit ces deux modes de coordination se renforcent mutuellement et convergent vers plus de souplesse et d'habileté, soit au contraire, ils rentrent en compétition, ils modifient l'ensemble des attracteurs dont nous parlions tout à l'heure et ils désorganisent l'harmonie du tracé. C'est-à-dire que quand l'enfant réussit à produire un tracé fluide, précis, efficace, c'est qu'il a trouvé ses patrons préférentiels. C'est-à-dire qu'il a trouvé une sorte de compromis entre la satisfaction personnelle qu'il recherche et l'efficacité qui lui est imposée par le code de l'écriture. La phase 1A, que nous avons baptisée essai, se caractérise par des maladresses et des irrégularités. L'enfant cherche à maîtriser son geste pour produire un tracé proche du modèle. Globalement, vous voyez que l'inscription des lettres est irrégulière, les formes sont maladroites, leur enchaînement est incertain et l'ensemble donne une impression un peu chaotique. La phase 1B est caractérisée par le respect attentif des normes. C'est-à-dire que l'enfant s'est adapté aux contraintes principales de l'apprentissage, il a appris à réguler son tracé, à appliquer le code qui lui était imposé, mais ce tracé reste surveillé, il ne s'est pas mis en mouvement, il n'a pas trouvé son rythme personnel. C'est ce que Tatiana a évoqué ce matin. On voit bien que c'est quelque chose qui est, bon, immobile, un peu. Pendant cette phase, seul l'exercice peut permettre au geste de s'affermir en se normalisant, mais si cette régulation devient excessive, on court le risque de se retrouver avec un tracé qui perd son dynamisme, qui se rigidifie ou qui se fige. Je crois que c'est aussi Tatiana qui a évoqué, je ne sais plus, peut-être Charlotte ce matin, le risque de se retrouver avec des écritures que l'on décrivait sages et qui étaient très recherchées par les enseignants il y a quelques années, que c'était l'écriture type, enfin l'écriture qu'on avait très envie d'avoir, qu'ils avaient très envie d'avoir dans leur classe. Alors, penchons-nous un peu plus sur cet outil. Alors, elle se présente sous la forme d'une feuille de cotation. C'est un peu petit, enfin, je vais essayer de vous l'expliquer comme ça. Donc, c'est une feuille de cotation qui est préétablie. La première colonne verticale à gauche reprend les 4 facteurs constitutifs de l'écriture. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Donc, selon le trait forme, espace et mouvement, que nous avons donc évoqué tout à l'heure. La colonne suivante regroupe pour chacun de ces 4 facteurs les 24 items correspondant aux difficultés significatives de l'écriture, c'est-à-dire celles qui gênent et qui nuisent à la lisibilité, à l'efficacité et à la rapidité, qui sont les 3 critères fondamentaux, je dirais, de l'efficacité, et qui altèrent surtout la mise en place de la phase de stabilisation identitaire dont nous parlions tout à l'heure. Alors certains de ces items faisaient partie d'échelles préexistantes, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous les avons redéfinies, c'est-à-dire que nous avons retravaillé sur la définition, et nous leur avons adjoint d'autres qui n'existaient pas. En particulier, les items concernant le facteur espace, qui n'existait pas ou qui était très peu travaillé, je dirais, dans les autres échelles. La cotation de ces items est relativement simple, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, enfin, j'en ai pas trouvé d'autres. L'échelle s'accompagne de fiches pratiques, de définitions précises et d'exemples qui permettent d'indiquer pour chacun des difficultés mentionnées, leur présence ou leur absence. Horizontalement, la première ligne du haut, vous remarquez que nous avons reporté 9 classes d'âge par tranche de 6 mois, de moins de 7 ans à 10 ans et demi et au-delà. Donc c'est une échelle qui peut, nous l'avons travaillé sur le primaire, mais qui peut donc être appliquée aux adolescents également. Pour chacun des items et à un âge donné, nous avons défini un degré de vigilance que doit éveiller la présence de cette difficulté.